21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle année de votre programme Ouro Africa, tribune panafricaine par excellence sur Info Télévision. L'actualité africaine est décryptée, analysée, disséquée même sur le prisme panafricain et même panafricaniste. Parce que Ouro Africa, c'est la tribune des Africains. Et ce soir, pour débuter cette année, nous allons nous appesantir sur un pays que nous avons la prétention de connaître le mieux. Je parle ici du Cameroun. On va revenir en filigrane et même de façon transversale sur une allocution, celle du numéro 1 camerounais, le 31 décembre 2023, qui a fait un ensemble d'annonces. Et c'est sur cette annonce-là que nous allons bâtir toute notre production de ce soir. Ouro Africa, nous parlons du Cameroun et nous allons évoquer les tensions sociales au Cameroun. Est-ce l'impasse? Est-ce bientôt l'impasse? Nos analystes et autres décrypteurs vont certainement en dire un mot. Mesdames, Messieurs, Ouro Africa, je l'ai dit, première production de l'année 2024. C'est une opportunité idoine pour moi de vous dire une fois de plus bonne année, les meilleurs vœux, nos meilleurs vœux de l'ensemble du groupe La Météo à tout le peuple africain qui nous suit de par le monde. Que vous soyez à Libreville, que vous soyez à Bamako, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez à Lagos, Ouro Africa, vous le savez, nous le savons, c'est la tribune sur laquelle se traite l'actualité africaine essentiellement et l'actualité sous un prisme panafricain. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, permettez-moi de souffler en régie avant que je ne revienne, évidemment, pour vous présenter nos panafricanistes du soir. À tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, première production de l'année 2024. Et pour ce faire, nous avons convié sur ce plateau une belle brochette de personnes et même de personnalités. Et la toute première que je m'en vais vous présenter est un habitué, un pilier même de Ouro Africa, le docteur Antoine Awana. Comment vous le présentez encore? Il est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde, hein, parce que on suit Info TV même à Waikiki, vous savez là où ça se trouve, à Honolulu, hein, aux États-Unis, oui. Et même à Philadelphie, et il vous envoie des encouragements et des félicitations. Mais avant de continuer, je voudrais que on essaie un peu de s'incliner sur la mémoire d'un très grand professeur émérite de droit, oui. Voilà, et doyen honoraire, ancien collaborateur du président Biya, membre du gouvernement, ancien ministre jusqu'au secrétariat général de la présidente de la République, ancien membre du Conseil constitutionnel. Oui. Il s'est éteint à Bordeaux le 6 janvier dernièrement. J'ai nommé le professeur Joseph Owona, oui. Professeur agrégé de droit public. C'est lui qu'on appelait... Un grand Africain. Très grand Africain. C'est lui qu'on appelait affectueusement à l'université Massayo. Oui. D'autres lui ont donné un autre petit surnom, Emiarfak. Ça veut dire l'homme qui brasse un peu la sagesse. Oui. Voilà. Et il a été, bon ben, on dit condoléances à toute la famille qui est... Si on pouvait avoir une image, du professeur avec le Owona, concours de la réalisation. Oui, ce serait merveilleux de notre part. Donc, c'est une grande perte pour le Cameroun. Et vous savez, il a participé
à la rédaction de la Constitution de 1996 que nous utilisons au Cameroun à l'heure actuelle. C'est un monsieur qui a donné toute sa vie, consacré toute sa vie à la chose éducative. Donc franchement, nous avons les larmes aux yeux, mais comme disent les chrétiens, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Lorsque je l'ai dit, je vais présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur à Madame Mbarga. Je vais lui dire, je crois qu'elle a quand même écouté le discours du chef de l'État le 31. Le chef de l'État nous a promis de l'eau et de l'électricité. Vous savez que Namgal 2 est mon petit village Zangali, et n'ont pas l'eau ni l'électricité. J'ose croire, et je présume, et c'est une présomption irréfragable, que en 2024, Namgal 2 aura de l'eau et de l'électricité au même titre que mon petit village Zangali. Lorsque je l'ai dit, mes meilleurs vœux à vous-même. Merci. À tous nos copanélistes que vous aurez l'occasion de présenter. Oui. Wow. Merci Antoine Awana pour ces vœux à l'endroit de tous nos téléspectateurs, à l'endroit de tous ceux qui prennent la peine de nous regarder. Je poursuis cet exercice de présentation avec un autre visage, pilier de Ouro Africa. Il est politologue. J'aime à dire que c'est l'un des jeunes politologues qui monte. Paul Stéphane Menunga, bonsoir. Bienvenue. Bonne année surtout. Bonne année Stéphane Barga. Bonne année aux copanélistes. Bonne année aux internautes et aux téléspectateurs d'Info TV. Et particulièrement à ceux de Ouro Africa. Bonne année au top management d'Info TV. C'est toujours un privilège d'être convié à cette émission qui est véritablement regardée. Et je ne saurais sortir sans, en 1 minute ou en 30 secondes, m'incliner aussi devant la mémoire du professeur Joseph Ouna. Oui, vous aussi. J'ai peut-être eu la chance qu'il a eu à me donner cours. C'est une chance et en même temps une grâce. Et je vais vous raconter une anecdote. Parce qu'à l'époque à Soa, on nous mélangeait avec les étudiants de droit. Ça veut dire qu'on faisait droit constitutionnel ensemble. Et il y avait plusieurs groupes. Ça veut dire que vous aviez la possibilité de choisir le groupe où vous alliez faire cours. Soit vous choisissez le groupe de Magloire, du professeur Magloire Ouna, soit le groupe du professeur Joseph Ouna. Et une fois, je suis allé faire cours avec le professeur Joseph Ouna. Et je ne comprenais rien. On le disait. Exactement. Pour la privée de 2007-2008 où on a eu la chance d'être. Effectivement. On ne comprenait rien du tout. Et j'avais mon camarade qui était à côté de moi et il me dit, mais le monsieur là, il pense que tout le monde est intelligent comme lui. Allons faire le cours du professeur Magloire. Et l'anecdote continue. Et à la session normale, le professeur Magloire doit avoir son épreuve en retard. Et c'est d'abord l'épreuve du professeur Joseph Ouna qui arrive. Et je n'ai jamais oublié ce sujet. Le sujet était l'Église et l'État. Point. Tout le monde a posé les mains sur la tête. Ça veut dire qu'on ne va pas faire le droit en session normale. Nous tous on va aller au rattrapage. Et 30 minutes après, quand l'épreuve du professeur Magloire doit arriver, tout le monde s'est dirigé vers l'épreuve du professeur Magloire Ouna. Et tout le monde disait, mais le papa, si, il pense que tout le monde connaît l'école comme lui. Merci Paul Stéphane de nous amener vers ces anecdotes qui sont véritablement caractéristiques de l'homme que le peuple africain a perdu. Un homme de science par excellence, un homme de savoir. On se souvient aussi de ce fameux baccalauréat où justement, devant un taux de réussite assez faible. Beaucoup estimaient au sein de l'opinion qu'il fallait reprendre les épreuves. Le professeur, à l'époque, ministre de l'Éducation nationale, avait refusé, estimant que les 21 ou 25% qui avaient été admis, c'était le niveau réel qui était présenté à ce moment-là par les aspirants au baccalauréat. Il était ainsi, Joseph Ouna, intransigeant, droit sur ses bottes, disant la vérité avec force et parfois beaucoup de conviction. Et peut-être sans vous couper par rapport à cette éducation, quand on bavardait trop à l'amphi, il nous disait que vous-même vous saviez que si c'était moi le ministre, c'est que c'est la moitié qui a eu le baccalauréat. Il avait l'habitude de nous dire ça. Mais il a copié ça de notre ancien ministre. Adaounda Mjoya, vous vous souvenez du BPC de Ndam,
où la fille du chef de l'État, Abadou Ahidjo, paix à son âme, avait échoué au BPC. Et il y a eu des débats houleux. Fallait-il reprendre la session ou pas? Mais finalement, la voie la plus autorisée à décider, c'était qu'on reprenne cette session de BPC. Alors, ce BPC-là, on l'a surnommé BPC Ndamjoya. Merci, merci. Le temps pour moi de présenter le prochain invité. Lui, c'était un confrère, il nous vient de la presse. La presse écrite n'a plus de secret pour lui. DP et Somba Bena, bonsoir, bienvenue, mais surtout bonne année. Vous êtes un fidèle de Ouro Africa. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes illustres co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs et un vibrant hommage au top management d'Info TV, la télé qui monte. Bien évidemment, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir, de partager ce plateau avec vous et d'être devant vos millions de téléspectateurs. Je m'en voudrais de ne pas m'incliner aussi devant la mémoire de cet illustre enseignant, de cet illustre homme de science qu'a été ou alors qu'est le professeur Joseph Ouna. Parce que lorsqu'on a accompli tout ce qu'il a accompli, on rentre définitivement dans l'immortalité. Oui. C'est donc un immortel devant la mémoire duquel je m'incline. Et souscrivant à l'ambiance des anecdotes, j'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant 3 fois de suite. Déjà en première année, droit constitutionnel, en troisième année, droit de la fonction publique et en master de droit constitutionnel approfondi. Il avait l'habitude, comme ça, de composer des sujets qui mettaient réellement les étudiants en difficulté. Exactement. Il me souvient qu'en master 2, à titre de droit public comparé, il nous a donné une épreuve de comparaison entre la constitution du Cameroun, la constitution du Brésil et la constitution de la République d'Autriche. C'est évident. Bien évidemment, Camerounais que nous sommes, nous n'avions pas les constitutions d'Autriche et du Brésil. Il a décidé de nous les donner, mais en anglais. Disait-il, le Cameroun est un pays bilingue. Et le sujet, l'épreuve, la consigne était de trouver les points de similitude entre ces 3 constitutions, avec une consigne haute qui était l'usage facultatif de tout document que l'étudiant avait pris le soin d'apporter. Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte en salle que nos documents nous perdaient plutôt du temps. Tout se jouait au niveau du bilinguisme parce qu'effectivement, il y a des points de similitude entre ces constitutions, notamment en ce qui concerne le volet de la décentralisation. Oui. Donc, c'est plus l'atout bilingue qui nous permettait de valider. Mais je peux vous assurer que cette UV a fait que pratiquement les 95% de l'amphi sont allés en session de rattrapage. La première note était 10 et c'est pas plus de 10 personnes qui ont réussi à obtenir ce fameux 10. Bon, c'est pas pour faire de l'avantagisme, mais je me suis senti très privilégié lorsque j'ai réussi à obtenir 10 à l'issue de cette épreuve qui était très coriace. Bon, c'est un homme dont la rigueur et la rectitude scientifique ont forgé beaucoup de générations. Je ne vais pas lister ici tous les agrégés qui ont bénéficié de sa science. On ne peut que s'incliner devant ce Camerounais, cet Africain, il faut le rappeler, premier agrégé d'Afrique noire francophone en droit public. C'était un homme des scores, un homme des records. On se souvient encore très bien de son fameux article « L'institutionnalisation de la légalité d'exception » à un moment où les vannes de la libre pensée scientifique n'étaient véritablement pas ouvertes. C'est un grand homme qui laisse un vaste héritage. J'espère que nous, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, seront capitalisés tout ce qu'il nous a laissé pour faire du Cameroun ce pays dont il a toujours rêvé, mais comme Moïse, il n'a pas eu la possibilité de vivre jusqu'à ce qu'on arrive à la terre promise. Merci DP et Somba pour, je veux dire, cet horizon, pas funèbre, mais joyeuse, empreinte d'espoir, lorsque l'on sait que le professeur Ouna a véritablement laissé une kyrielle de scientifiques derrière lui, des enfants qui représentent valablement ce nom, des enfants académiques qui portent les stapilles de Joseph Ouna, la terre de nos ancêtres.
lui sera certainement légère. Une fois que nous l'avons dit, mesdames, messieurs, on ne va pas prendre de transition, on va aller tout de suite vers cette thématique qui nous impose la réflexion panafricaine de ce lundi 8 janvier 2024. Je vais commencer par vous, Antoine Nawana. Alors, le numéro 1 camerounais s'est exprimé, il est revenu sur un ensemble de réflexions, un ensemble de problématiques, un ensemble de tensions qu'il a lui-même énumérées. On va tout d'abord, avec vous, poser la question, comment se porte le Cameroun à date, les 21h10 à Yaoundé. Et à Flan, il faut le préciser. Bien, le Cameroun se porte très mal. Je vais vous le dire, en toute sincérité, rien ne va plus au Cameroun. Je vais prendre le volet. Je vais commencer. Parce que c'est ça, les cœurs battent au travers. Que dites-vous, Antoine Awana, concernant J'ai dit que le Cameroun se porte très mal. Rien ne va plus au Cameroun. Non, ne faisons pas la langue de bois. Je prends un volet qui me concerne, le volet sécuritaire. Oui. Stéphane Barga, la sécurité au Cameroun, ça vaut quoi? Nous nous retrouvons face ou alors dans un pays qui ressemble inéluctablement à une citadelle assiégée sur le plan sécuritaire. Vous avez au nord les Boko Haram qui sèment la terreur là-bas, y compris... On les croyait écartés. Écartés, ils se retirent, on se retire pour mieux rebondir. Comme disent les journalistes, je crois que je parle sous le contrôle du DP qui est en face de moi. On rebondit toujours en matière journalistique. Donc Boko Haram recule pour mieux rebondir. Oui. Et il ne vous dira jamais à quel moment il va rebondir. Mais on est toujours surpris des attaques sporadiques ça et là. Il est bien vrai que la menace n'est plus très coriace comme au temps, c'est-à-dire dans les années 2015, 2014, 2016. Mais il y a toujours Boko Haram. Boko Haram n'a pas été éradiqué totalement au Cameroun. Ça, c'est une réalité objective. Nous allons au niveau du nord-ouest, du sud-ouest. Il y a nos frères de l'autre rive du Mungo. Je n'aime pas parler des anglophones. Il n'y a pas une tribu au Cameroun qu'on appelle anglophone et tout ça, les expressions linguistiques. Ça, je m'en moque. C'est le colon qui est venu nous imposer tout cela. Nos frères de l'autre côté du rive du Mungo, ils disent qu'ils ne veulent plus être camerounais. Il faut créer une république qu'ils appellent Ambazonia. Ça c'est une menace. Il y a eu depuis 6 ans pratiquement, il y a des milliers et des milliers de morts là-bas. La situation est vraiment un peu catastrophique là-bas. Oui. De part et d'autre, que ce soit du côté de l'armée ou du côté des sécessionnistes, c'est le sang des Camerounais qui coule. Il y a ça. Et il y a au niveau du littoral maritime, la piraterie maritime. C'est là, c'est une réalité objective. Vous voyez la presqu'île de Bakassi, une zone poreuse où à un moment donné le sous-préfet et les administrateurs ont été obligés de fuir pour se cacher un peu de l'autre côté vers Douala ou ainsi de suite. Parce que la situation sécuritaire n'est pas tout à fait normale là-bas. Si vous quittez le littoral maritime, vous allez à l'est. Il y a d'abord un trafic d'armes, je le dis en toute sincérité. J'en avais parlé une fois, j'ai même déterminé la localité à Niabi, ça c'est après Batouri. Trafic d'armes. Et vous voyez le bordel même que les Chinois font là-bas avec cette histoire d'exploitation d'or et tout ça, c'est terrible. Il y en a. Vous avez les incursions de tous ces rebelles centrafricains qui arrivent du côté de Garambouin, les Antibalka, les Séléka, ils arrivent là-bas. Ça ne va pas. Vous voyez donc que nous nous retrouvons comme une citadelle assiégée. Le seul mérite que je dis le plus souvent, c'est que le Cameroun, malgré cet état des choses, n'a jamais perdu un seul centimètre de son territoire. Oui. Le territoire est encore là. Et je vais finir par rapport à tout cela. Du côté de Darak, les frontières sont poreuses. Hein. Vous partez, je suis très content parce que le président a dit qu'il va bitumer la route qui va d'Abanga, arriver avant Maroua, mais je lui demande, mais si ça s'arrête au niveau du carrefour Maltam, comment vous allez faire? Maltam, c'est 25 km de Kousséri, et quand vous allez à gauche, vous irez à Blangois, vous irez à Makari.
pour la petite histoire, Makari a été créé avant Ngaoundéré. Mais regardez le tas de développement de Ngaoundéré par rapport à Makari. Il y a encore des machines d'acture avec les doigts. Voilà, il y a des puces là-bas, il y a tout. Il n'y a ni eau ni électricité. Les gens s'éclairent avec des générateurs pour arriver à Kadikieme et prendre les pirogues à moteur et arriver à Darak. Voilà. Espère en sécurité pour vous, il faut avoir peur. Il faut prendre des dispositions pour mettre un terme à cette situation urgemment. Et moi je dis toujours, je dis à M. Biya, il ne faut pas qu'il parte à la retraite au village, je présume, c'est lui-même qui l'a dit, et laisser cet état de choses. Parce que, vous avez, votre sujet, c'est des tensions. Oui. Il y a des tensions là-bas. Il faut mettre un terme à toutes ces tensions rapidement. Merci. Paul-Stéphane Menunga, Antoine Awana, notre expert sécurité, nous a plongé sur un aspect important de l'allocution présidentielle qui est lié à la sécurité, aussi principalement au NOZO. On a suivi le numéro 1 camerounais qui s'est exprimé. Il est resté constant, une main tendue, mais aussi averti ceux-là qui s'obstinaient à ne pas sortir de la brousse, entre guillemets, que la riposte de l'État du Cameroun serait plus dure encore que par le passé. Vous y croyez? Vous estimez que c'est la bonne méthode? On peut faire mieux? Ou alors, malheureusement, c'est fini, on ne peut plus rien? Comme beaucoup pensent que c'est un retour, c'est une allée sans retour. Non, moi je pense que ceux qui ont aidé le président à rédiger ce discours ont aidé le président à se louper. Sur les aspects sécuritaires. Effectivement, ils ont aidé le président à se louper. Parce qu'il faut savoir qu'un État a deux missions fondamentales. La première, c'est celle que M. Antoine Aron a évoquée. On appelle ça la fonction de sécurité. Ça veut dire que l'État assure la protection des biens et des personnes sur le territoire et protège ses frontières, sa souveraineté. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la fonction de providence. Là, on rentre dans la gouvernance, la redistribution sociale. Et vous allez vous rendre compte que généralement, la mauvaise redistribution sociale, on en parle tout à l'heure, justement, entraîne des Boko Haram. Parce que on ne résout pas un conflit asymétrique avec l'armée, parce que notre armée elle est très professionnelle. Si on pouvait résoudre la question anglophone ou la question de Boko Haram avec l'armée, le problème serait résolu depuis. Oui. On a une super armée. Ils sont très professionnels, il n'y a rien à dire. Mais c'est parce que justement, on donne le mauvais médicament pour la mauvaise maladie. Ça veut dire, le médecin vous dit que vous avez le palu, il faut prendre la perfusion avec la témétaire. Une autre personne vient vous dire que non, ne prenez pas la perfusion là. Allez boire les Bactrim et les paracétamol. C'est ce qu'on est en train de faire au Cameroun actuellement. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, sur le plan sécuritaire, il a parfaitement raison. Et j'ai envie de poursuivre en disant que le véritable problème, c'est parce qu'actuellement, le Cameroun est la cour du roi Péto. Et je veux convoquer ici la cosmogonie africaine. Oui. Vous savez, en Afrique, chez nous, quand on a un certain âge, on ne va plus à la chasse. Ce sont les enfants qui vont à la chasse parce qu'à cet âge, les petits-fils nous entourent, ils jouent autour de nos genoux. Si nous-mêmes on va encore à la chasse, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut plus tuer le lion, on ne peut plus tuer la panthère. Ça veut dire que ce sont les enfants qui vont à la chasse et viennent avec le gibier qu'on va préparer, qu'on va manger. On se retrouve donc dans une situation où le grand-père qui ne doit plus aller à la chasse veut aller à la chasse. Il va donc à la chasse avec ses enfants, puisqu'il ne peut plus courir au même rythme que les enfants. Mais l'enfant va tuer le singe, il va lui dire qu'il a tué le rat palmiste. Il ne peut pas vérifier si effectivement l'enfant a tué le singe. C'est ça le véritable problème du Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des discours qui sont en déphasage avec la réalité du terrain. Et à la fois, on va se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on est sûr que notre président gouverne encore ce pays? C'est ça le véritable problème. Merci Paul-Stéphane Menunga, DP et Somba. Les aspects sécuritaires ont longuement fait la part belle de l'allocution présidentielle. L'on sait que le président accorde une importance particulière à ce que le pays soit apaisé, soit unifié. Mais le temps passe. La question du NOZO, c'est 2016. Nous sommes en 2024. La rhétorique semble un peu avoir changé, mais les postures et les attitudes des acteurs restent les mêmes. Nous avons comme un dialogue de sourds et le président qui hausse de ton
Est-ce qu'il fait encore peur à ceux-là qui ont décidé de vouloir saucissonner ou alors partitionner le pays? Moi, je ne souscris pas à la thèse du pandémonium sécuritaire dans lequel le Cameroun se trouverait. Non. Les indicateurs sont palpables. Pour avoir fait 3 missions au nord-ouest précisément et une mission à Kumba, le ressenti que j'ai est que les choses ont évolué. Je me rappelle que la première fois, nous sommes allés en convoi blindé, civil que je suis, j'ai eu à aborder un gilet pare-balles avec un casque et tout. Mais la 3e fois, c'était plus pareil. Nous sommes allés dans des véhicules banalisés. Oui. Nous avons pu collecter des informations. Nous avons même pu prendre un pot hors de l'hôtel à Yaba, alors que les 2 premières fois, nous étions confinés à l'hôtel. Il ne faut pas donner l'impression que 2016-2023, c'est long. Ce n'est pas très long. Nous sommes dans un conflit asymétrique que des individus ont préparé pendant plus de 30, 40 ans. Donc, il ne suffit pas d'engranger des victoires militaires. Aujourd'hui, il est question de conquérir l'esprit, le mental. Oui. Il faut faire comprendre à ceux qui ont cautionné la prise des armes par leurs enfants que ce n'est pas la mauvaise option. Il faut leur montrer que c'est pas la bonne option, autant pour moi. Il faut leur montrer donc le réel chemin. Et le réel chemin a commencé à être matérialisé avec le statut spécial accordé à ces 2 régions. Sans triomphalisme aucun, on ne bâtit pas une société en une journée. On balise, on jalonne. Et il appartient... Précisément, EDP, vous avez l'impression que ceux-là ont compris le contenu de ce statut spécial-là, les avancées pour eux qui avaient en termes d'autonomie, parce qu'on a l'impression que ce statut leur a été octroyé, mais que les effets escomptés tardent véritablement à être palpables sur le terrain. Justement, il faudrait dire aux Camerounais, à tous les Camerounais, que les politiques publiques dans aucun pays au monde ne sont des panacées. Les politiques publiques sont des remèdes qui généralement prennent corps après un temps suffisamment long. Le phénomène est plus visible en matière constitutionnelle avec le fameux principe de progressivité. Oui. Le statut spécial n'a pas vocation à mettre un terme à la crise ipso facto. Le statut spécial a vocation à construire un nouvel espace d'expression de ces populations et c'est à elles, ces populations, d'en donner le contenu qui leur sied le mieux. Il faudrait que nous, les Camerounais, nous sortions de cet esprit qui voudrait que la décision présidentielle prise lundi doit soigner la crise automatiquement mardi. On ne construit pas une nation comme ça. Donc, il faut donner le temps. Et aujourd'hui, l'indicateur qui me semble le plus intéressant, c'est l'adhésion des populations. Est-ce que les populations adhèrent à la nouvelle vision sécuritaire du Cameroun? Au Boko Haram, il y a eu une adhésion massive des populations avec les comités de vigilance, il y a eu le suivi, le fameux concept de défense populaire. Oui. Au départ, il y avait des réticences. Mais de plus en plus, les populations commencent à comprendre. Et même au sein des mouvements sécessionnistes, il y a des dissidences aujourd'hui. La semaine dernière, par exemple, Denis Ivo a dit à ses frères qu'ils ont échoué à obtenir l'indépendance. Et qu'aujourd'hui, il fallait penser un modèle qui leur permette de s'exprimer librement au sein de la République unie et indivisible du Cameroun. Maintenant, est-ce que le niveau de décentralisation actuel permet véritablement d'impulser le développement et d'endiguer les frustrations ethno-communautaires? À mon sens, non. Donc, il faudrait qu'on aille un peu plus loin au niveau de la décentralisation avec un transfert réel des sources. Parce que la plupart des crises, des tensions, ce que vous avez qualifié de tensions sociales aujourd'hui, eau, énergie et autres, pour moi, trouvent facilement solution dans la décentralisation. Je l'ai dit quelque part samedi, en 2023 au Cameroun, je trouve présomptueux que l'on décide de transporter encore de l'eau de Yaoundé pour aider à, par exemple,
avec le réseau hydrographique que nous avons, on peut avoir des centrales de traitement d'eau presque dans toutes les communes du Cameroun. Donc, cette volonté, ce jacobinisme qui continue de peser sur la gestion des affaires publiques plombe tous les secteurs, pas seulement la sécurité. Merci. Donc, maintenant, est-ce que le volet sécuritaire présente des signes d'amélioration? Moi, je pense que le volet sécuritaire présente des signes. Maintenant, il faut que nos gouvernants aient l'audace et le courage de prendre les décisions que le terrain les impose, que le terrain leur impose, tant pour moi, parce que c'est eux-mêmes dans le langage militaire qui disent que c'est le terrain qui dicte la manœuvre. Merci DP. Donc, et il faut laisser les solutions théoriques dans les amphis et s'adapter au terrain. Merci pour votre sortie. Il faut laisser les questions théoriques dans les amphis et s'adapter au terrain. C'est ce qu'on va noter pour ce qui concerne ces aspects sécuritaires. Antoine Awana, on va avancer dans la réflexion, mais là on va prendre un autre pan importantissime dans la réflexion qui était celle du numéro 1 camerounais. On va évoquer un aspect qui est lié à la corruption, avec pour cheval de Troie qui nous permet d'intégrer justement cet aspect-là, la réduction du train de vie de l'État. Le chef de l'État en a parlé depuis au moins 10 ans. Des ministres, des premiers ministres en ont fait des chevaux de bataille, mais on a l'impression que cette fameuse réduction du train de vie de l'État reste lettre morte et qu'elle ne s'applique, alors elle ne s'impose qu'au petit peuple, mais qu'au niveau de l'élite, c'est juste un vœu pieux. Comment est-ce qu'une ordonnance ou alors une volonté présidentielle peut être autant piétinée, autant bafouée? Comment vous pouvez parler, Stéphane Barga, de la réduction du train de vie de l'État alors que vous êtes dans la mouvance de la gouvernance de la peur et de la corruption? Ça, c'est le premier volet, la première question. C'est pas faisable. Nous sommes inéluctablement plongés dans la gouvernance de la peur et de la corruption. La corruption est partout. Et ça devient même une gangrène au niveau du Cameroun. Oui. Ça, c'est le premier volet. Le premier volet, vous allez réduire le train de l'État avec quel moyen? Convoquons un peu les chiffres, Marga. La dette extérieure du Cameroun s'élève à 8 000 milliards de francs CFA en 2023. L'encours de la dette extérieure s'élève à 8,052 milliards de francs CFA, soit 28,3% du PIB. Vous savez, c'est le PIB qui booste le développement d'un État. Oui. Vous voulez réduire donc le train de vie? Comment? Je continue. Qui détient la dette extérieure du Cameroun? Je vous cite. Il y a d'abord la Chine. Pourcentage 61,8%. La Chine seule. Bien, la France vient avec 28,5% de cette dette extérieure. Et la Banque mondiale a 37,6% de la dette extérieure du Cameroun. La Banque africaine de développement se retrouve avec 27,66%, la BAD. Et nous avons le FMI qui arrive avec 20,9%, Stéphane Barga, pour un montant total de 6,355 milliards de francs CFA au titre de la dette extérieure. Oui. Le Cameroun se retrouve dans une spirale d'endettement improductif. Résultat de compte, on se retrouve dans une corruption qui ne dit pas son nom. Ça, c'est... Alors, quelles sont les causes de cette histoire-là? Nous allons nous retrouver vers l'inflation. L'inflation est galopante, c'est pour cela que l'année 2024 sera encore plus difficile. Je vais le démontrer tout à l'heure par rapport au changement de paradigme que le paradigme que le président Biya, après son discours du 31, oui. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il a dit, ou alors comme Stéphane disait tout à l'heure, que les lecteurs de ces discours-là l'ont floué. Et il a changé. Je vais vous démontrer, chiffres à l'appui, et par rapport à certaines résolutions. Bien, on continue. Il y a l'inflation et il y a la perte d'emploi sacrée, ce que vous appelez des tensions. Les gens, ben, je suis allé renouveler mon passeport l'autre jour. J'ai failli couler les larmes, Stéphane Barga. Les élèves défilent là-bas pour prendre des passeports et s'évader. Je dis les élèves, je ne dis pas les étudiants. J'ai vu
Les policiers qui sont là, ils sont sur le fronton, ils disent, mais les élèves du secondaire, allez à gauche. Les papas, vous venez devant. Vous êtes à Yaoundé, J'ai dit, je suis à Yaoundé. J'ai dit, mon propre passeport a été renouvelé. Mais j'ai vécu ça là-bas, au centre d'établissement des passeports. Les gars sont en train de faire des passeports. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Les enseignants s'en vont. Direction Canada, et ainsi de suite. On va rester avec qui? Voilà. Et puis, nous continuons. L'emprunt, les emprunts répétés, dépasse que ce qui peut être remboursable. C'est pour ça que je parle de spirale d'endettement improductif. On prend les dettes, on les détourne encore. Ça, c'est la corruption et tout ça. Stéphane Barga, lorsque je vais arriver là, ils ont parlé de nouvelles directives budgétaires au Cameroun pour surmonter les défis économiques. Vous allez les faire comment? À partir du moment où la corruption devient la loi. Au Cameroun. La corruption, c'est la loi. Plus vous contractez des prêts, plus vous détournez. Vous voyez comment nous sommes dans la spirale d'endettement improductif. Si au moins, en contractant ces dettes-là, on allait quand même développer, créer des emplois, créer des usines pour résorber le problème du chômage. On ne fait rien. Nous stagnons. Nous stagnons. On marque le pas sur place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez-y donc maintenant voir l'année de conjoncture mentionne l'endettement public. Ça sont les chiffres de la caisse autonome d'amortissement. Oui. C'est bien établi. Stéphane Barga, c'est le terme que mon frère Menunga a utilisé est bien. Ceux qui ont rédigé le discours ont floué le président et le président s'est rendu compte qu'il a été floué. C'est pour cela qu'il est revenu pour prescrire des directives rapidement, lesquelles seront encore improductives parce que ceux qui appliquent, je suis devant un juriste, il a eu pour professeur, le professeur de droit, le professeur Joseph Owona. En sciences administratives, ça c'est l'abbé Lupo Ngongo, paix à son âme, qui nous enseignait les sciences administratives, il disait que il parlait de la théorie des dysfonctions induites. La règle de droit est bien sur le plan formel, mais sur le plan de son application, ça rencontre les difficultés qu'on appelle les dysfonctions induites. Donc, oui, le président prescrit des directives. Qui va appliquer ces directives sur le terrain? Ce sont ces ministres. Ce sont ces ministres. Alors, ces ministres font comment? Ils détournent cet argent et on le sait. Je vais chuter par là, je vous prends un autre exemple. Dans cette directive-là pour booster l'économie, ils disent qu'il faut favoriser les transferts de fonds de l'extérieur vers l'intérieur du Cameroun. Vous savez ce qui se passe? Dès que vous faites venir un instrument de paiement, déjà la France a verrouillé tout. La seule monnaie qui a coût libératoire au Cameroun et dans la zone CEMAC, c'est le CFA. Le Cameroun a interdit, la zone CEMAC, interdiction formelle de manipuler des devises. Le seul instrument, c'est le MT103 Cash Wire Transfer. Si vous apportez d'autres instruments comme le GPI semi-automatique, le GPI automatique, les transferts, tout ça, c'est bloqué parce que ça n'arrive pas. Le Trésor français contrôle tout. À la Banque centrale, la gouvernance, il y a 14 gouverneurs, parmi lesquels il y a 2 Français. Et les décisions se prennent là-bas à l'unanimité. Il suffit seulement qu'un seul dise non, ça s'arrête. Et puis, autre chose, la Banque centrale, l'accord de siège, on ne nous a jamais présenté l'accord de siège de la Banque centrale. L'accord de siège on fait mention de l'immunité de saisie. Oui. Au niveau de la Banque centrale, vous ne pouvez pas. Lorsque vous faites transférer votre argent au Cameroun, quand ça arrive dans une banque commerciale avec un instrument autre que le MT103, on vous renvoie dans les banques correspondantes. C'est là où il y a toute la mafia. Et quand ça arrive, l'argent transite par le Trésor français. Le Trésor français envoie à la Banque centrale, qui est un institut d'émission. Votre compte de dépôt là-bas, personne d'autre ne peut avoir accès. Même si vous avez gagné le procès en justice, à la Cour suprême, personne ne pourra les exécuter. Comment donc on va favoriser les transferts? Les Camerounais ont des projets. Les Camerounais sont partout dans le monde. Les Camerounais sont dans des circuits d'argent, mais cet argent ne peut venir ici, sur place, et ça ne peut donc plus booster l'économie. On va donc marquer le pas sur place et la pauvreté, la misère vont continuer. Merci. Pendant ce temps, on se retrouve, je chute, s'il vous plaît, pendant ce temps, on se retrouve dans 2 Camerouns. Le Cameroun des uns et le Cameroun des autres.
Oh, Stéphane Manunga, une vision ou alors l'état des lieux assez sombre lorsque l'on évoque cet aspect qui a abondamment aussi fait réagir le numéro 1 camerounais. Je parle là de cette réduction du train de vie de l'État. Le chef de l'État en quelques mots l'a évoqué, mais il est aussi revenu sur cet aspect lié qui est celui de la lutte contre la corruption, en précisant qu'elle va s'en aller en s'intensifiant. Comment est-ce que c'est possible que, encore une fois, comme une malheureuse rhétorique, le chef de l'État soit obligé à chaque fois de revenir sur les mêmes problématiques le 31 décembre? C'est par là que j'allais commencer par dire que depuis que je suis conscient, c'est peut-être la 10e fois que le président de la République disait qu'il va intensifier la lutte contre la corruption. À un moment, on a l'impression que le président de la République veut se moquer de nous. Et j'ai l'habitude de dire que ceux qui pensent que le président de la République peut lutter contre la corruption se trompent. Vous ne pouvez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est un système qui ne se nourrit que de la corruption. Oui. Le jour où le président de la République va décider de lutter contre la corruption, ça veut dire qu'il a décidé de perdre son pouvoir. Mais il y a quand même des institutions qui sont mises en place pour essayer de lutter contre cette corruption. J'en viens. On ne va pas les citer ici, tout le monde les connaît. Je ne vais pas faire une analyse juridique, moi je vais faire une analyse socio-politique. Oui. Le président est le président de tout au Cameroun. C'est pour ça qu'on dit même souvent qu'il est un Jupiter constitutionnel. C'est le président de la République qui est le vrai président de la CONAC. Prenez les textes qui créent la CONAC. Dès que vous lisez les textes qui créent la CONAC, vous vous rendez compte qu'en fait, M. Massigams est un pot de fleurs à la CONAC. Le vrai président de la CONAC, c'est son Excellence M. Paul Biya. Prenez le Consupé. Le vrai président du Consupé, c'est M. Paul Biya. Ça, il faut le dire. La justice même, elle est grave. Contrôlée, la justice. Parce que dans un État, c'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas une analyse juridique, je fais une analyse socio-politique. Dans un État où les pouvoirs sont indépendants, dès que la CONAC a fait son rapport, on n'attend pas que le président déclenche une opération épervier. La justice récupère le rapport et se saisit des dossiers et poursuit les ministres qui sont incriminés. Pourquoi on doit toujours attendre que c'est le président qui dit qu'il va lutter intensément contre la corruption? Ça veut dire qu'à la fin, on se moque des Camerounais parce qu'en réalité, on ne peut pas lutter contre le système qui fait de nous le président. Ça veut dire qu'on n'a plus envie d'être président. Ça veut dire que le jour où le président va décider de rentrer au village, c'est à partir du jour-là qu'il va commencer à lutter contre la corruption. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie de dire qu'on est dans un système où il faut également distinguer les deux types de corruption qui existent dans notre pays. On a ce qu'on appelle la grande corruption qui est généralement pratiquée par nos ministres et ça se traduit par un défaut de patriotisme parce que vous avez de l'argent et vous continuez à voler sans vous soucier des autres parce que nos ministres volent comme des rats palmistes. Les rats palmistes sont dangereux. Je voudrais que vous soyez mesuré. Monsieur Manunga, je vais vous expliquer. Dites pas tous les ministres qui j'ai dit nos ministres, je n'ai cité personne. Oui, mais bon, la plupart des ministres du renouveau, non pas la plupart, certains. La plupart des ministres du renouveau volent comme des rats palmistes. Et les rats palmistes sont très dangereux parce qu'ils volent même ce qu'ils ne vont pas utiliser. Oui. Le rat palmiste vole le soutien, le cycliste, le caleçon, alors qu'il ne va pas utiliser ça. Alors que le chat, quand il vient voler, c'est son poisson. Quand il finit de manger, il part dormir. Mais nos ministres volent comme des rats palmistes. Ça veut dire que même ce qu'il ne faut pas voler, ils volent. Et pourquoi ils continuent donc à rester au pouvoir? Parce que justement, leur vol est utilisé à bon escient même comment on appelle ça, lors des scrutins électoraux pour gagner des voix au village. Ce sont les mêmes ministres qui volent, qui sont des élites politiques dans nos villages. Les noms de ces ministres sont dans les rapports. Prenez le rapport 2011, vous allez voir un ministre qui nous fait les leçons de morale chaque jour. Que celui qui va faire ceci, je vais l'écraser. Son nom est dans le rapport en noir sur blanc. On dit qu'il faut arrêter ce monsieur parce qu'il a volé. Mais il vous fait les leçons de morale. Et vous dites que le président va lutter contre la corruption alors qu'il a les rapports, il a les noms noirs sur blanc. Et c'est à cause de ça, ça c'est même une information que je donne, qu'on a demandé à la CONAC de ne plus citer nommément. Maintenant, mais M. XY a volé tel montant. Parce qu'avant, la CONAC citait les noms des ministres. Prenez le rapport 2011. Vous allez poser les mains sur la tête que M. le ministre fait quoi en fonction? Il passe le temps à donner les leçons de morale. Il est en train de se reconnaître s'il nous écoute.
Et le président vous dit qu'il va lutter contre la corruption. J'ai envie de vous dire qu'il se trompe. Et je ne suis pas très d'accord avec le DP. Il a parlé de la décentralisation, le principe de progressivité. Oui. C'est même un mot qu'il n'aime pas au Cameroun, la progressivité. J'ai envie de dire que le véritable problème du Cameroun, justement, c'est qu'on n'est même pas dans la décentralisation. On est dans l'hyperconcentration. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, on a l'une des plus mauvaises décentralisations au monde. Je vais vous expliquer pourquoi. La décentralisation fonctionne avec les principes. Le principe ou les deux principes clés de la décentralisation, c'est le principe de subsidiarité et le principe de concomitance. Au Cameroun, on se retrouve en train de transférer les compétences sans les moyens. Ça se fait dans quel monde entier? Ou bien ils bloquent, ils bloquent dans les moyens avec le fameux système des décrets d'application. C'est ça. Ça n'existe dans aucune décentralisation. Quand vous transférez une compétence, ça doit s'accompagner des moyens. Oui. Mais on se retrouve encore en train de débattre des 15% des communes, des 17% des communes, et vous me parlez de décentralisation. J'ai envie de dire qu'arrêtez de tromper les gens. Mon feu avait l'habitude de dire qu'on peut tromper les gens pendant un moment, mais on ne peut pas les tromper tout le temps. Ouais. Il n'y a aucune décentralisation au Cameroun. Parce que la décentralisation voudrait que, si je dis que je vous transfère la compétence de l'eau, je vous transfère également les moyens pour que vous puissiez donner l'eau à votre population. Je prends un exemple. Dernièrement, le président a signé des textes qui transfèrent les compétences aux régions de gérer l'enseignement secondaire. Mais on n'a pas transféré les moyens. Mais on va vous dire que la compétence a été transférée. Comment je fais pour mettre une compétence en application alors que je n'ai pas les moyens? Et je sortirai donc en disant que on n'est pas en train de dire que sur le plan sécuritaire, le Cameroun va mal, mais on est en train de dire que c'est la mauvaise gouvernance qui nous conduit justement vers ce qu'on appelle un État, comment ce politologue appelait encore ça, vers ce qu'on appelle une paix négative. Parce que le Cameroun est en situation de paix négative. C'est justement Yoal Galtoum qui parlait de ça. Il disait qu'il y a deux types de paix. Et les gens confondent souvent. On pense que quand il n'y a pas la guerre dans un pays, ça veut dire que le pays est en paix. Non. Dans la paix négative, en fait, il y a tellement d'injustice sociale que n'importe quoi peut créer l'étincelle. Oui. Et c'est vers ça que le Cameroun est en train de tendre. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui qu'il est difficile de manger, il est difficile de se loger, il est difficile de se soigner. Quand vous allez à l'école, vous avez l'impression que vous avez perdu le temps. Au Cameroun, vous êtes incapable même de trouver un emploi décent où on va vous payer régulièrement. Et quand bien même on vous paye, l'argent qu'on vous paye à la fin du mois ne vous permet pas de manger 2 fois par jour au Cameroun. 2 fois par jour. Je ne parle pas du tapioca et des arachides. Je parle de manger 2 fois par jour. Même un cadre A2 qui ne vole pas au Cameroun ne peut pas manger 2 fois par jour, ne peut pas envoyer sa maman à l'hôpital, ne peut pas construire un studio, ne peut pas prendre soin de 3 enfants et payer une maison de 50 000. Je dis un cadre A2 qui n'a pas d'avantage, qui ne vole pas, ne peut pas vivre avec son salaire au Cameroun. Ça nous fait donc aller vers ce que vous avez appelé l'impasse. Oui, on est en train d'aller vers l'impasse parce que la plupart des Camerounais sont fatigués de serrer la ceinture pendant qu'ils voient les ministres porter les bretelles. Merci, Paul-Stéphane Menunga. On va essayer de nous plonger dans cet exercice qui voudrait qu'on restitue plus ou moins les pensées de ceux qui nous regardent avant que ça ne se coince, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus le faire. Alors, commençons par la première contribution de cette année. Que dit-elle? Elle dit « Salut le plateau d'Info TV. Je suis la plupart de vos débats. Vraiment, vos choix de thèmes et de vos panélistes sont excellents. Bon vent à Info TV. » C'est M. Guéké Bernard qui est le maillot jaune. Guéké Bernard depuis Koza au Cameroun. À bientôt. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Félicitations à monsieur Ouna et à Stéphane Menunga. La seule solution au Cameroun est l'alternative avec des naturalistes. Bon. Merci à vous. Nationaliste. On va essayer de bien regarder avec certainement des nationalistes. Nationalistes, oui, c'est ce qu'il voudrait dire. Prenons cette contribution qui nous vient de
de Côte d'Ivoire. Salut Stéphane Mbarga. Sais-tu toi et tes invités sur le plateau que vous êtes très brillants? Malheureusement, la gouvernance au Cameroun, depuis au moins 41 ans, ne vous fait pas profiter à votre juste valeur de votre énorme potentiel. Stéphane, ce qui compte pour tout Camerounais moderne et tout être humain, c'est la performance. Et les Camerounais ne vont jamais profiter des richesses de leur pays que grâce à la bonne gouvernance. Malheureusement, l'ADN du RDPC, c'est la médiocrité. Alors, si le Camerounais aspire à un légitime bien-être, il faut un président de la République compétent et moderne. Mon bien-aimé Stéphane, pour moi, la décentralisation n'est pas une panacée, car il y a beaucoup de diplômés d'universitaires au Cameroun. Malheureusement, parmi eux, il y a beaucoup d'incompétents et donc il faut investir dans la culture de la performance du sommet à la base. J'ai encore lu l'autre jour à la TV, le gouverneur et le préfet du Sud remettent de l'argent liquide aux sinistrés de Bankolo, peut-être c'était le gouverneur du centre et le préfet du centre, en 2024, alors qu'on peut les payer par chèque, au trésor ou par mobile money pour une exigence de transparence. Là où le président parle de lutte contre la corruption. Au Nigeria et au Ghana, la monnaie la plus demandée est le franc CFA. Vous pouvez le vérifier par vous-même sur Google. Vouloir accuser le franc CFA d'être la cause racine de la misère au Cameroun est une escroquerie intellectuelle et une méchanceté car cela encourage certains dirigeants des pays d'Afrique francophone à justifier leur médiocrité. La RDC a sa propre monnaie, à savoir le franc congolais, mais le PIB de la Côte d'Ivoire est supérieur à celui de la RDC. Au même moment où le cedi ghanéen a perdu 50% de sa valeur et le Ghana est en défaut de paiement, tout comme l'Éthiopie qui a aussi sa propre monnaie. Mon frère Awana doit faire attention à son discours sur la monnaie. Merci à vous pour cette contribution véritablement longue. Bonsoir Stéphane Baga. C'était le nom des ministres et ceux qui veulent, nous sommes fatigués. Bien des choses à vous. On va citer le nom de personne sur ce plateau, rassurez-vous. Bonsoir Stéphane Baga et votre panel. Votre thématique sur les tensions sociales au Cameroun, l'impasse. Tous les États font face à des tensions sociales, mais à des stades, degrés différents. Au Cameroun, il s'agit d'un problème de malgouvernance, du manque de volonté politique. Un État comme le Cameroun, où la corruption est devenue une pathologie, les politiques économiques demeurent lettre morte, une médecine à plusieurs vitesses. En somme, aucune société statistique, nous espérons qu'une nouvelle équipe aux affaires pourrait infiniment changer la donne. Merci à vous, Belinga à Yaoundé. Alors, on va s'arrêter là pour ce qui est de ce premier jet. DP Somba, la lutte contre la corruption, un véritable serpent de mer. Plus le président en parle, plus des institutions sont mises en place pour justement atteindre cette ambition présidentielle, plus on a l'impression que véritablement la corruption va bon train. La CONAC brandit des rapports, détournement massif et par milliards qui est devenu un peu l'indicateur. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Est-ce que le président, chaque 31, viendra redire les mêmes choses? Bon, Stéphane, c'est vrai que j'ai cessé d'être un juriste des prétoires, le journalisme ayant absorbé une bonne part de mes capacités. Mais les réminiscences que j'ai des sciences juridiques m'obligent à faire quelques clarifications sémantiques. Le détournement n'est pas le vol. L'architecture juridique au Cameroun ne permet pas à un ministre de voler. Le ministre ne manipule pas l'argent. Ça, il faudrait que le vol tel qu'il est défini par le code pénal comme la soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut pas s'opérer au Cameroun. Il y a des agents comptables. Le ministre est ordonnateur d'un budget. Maintenant, rien que dans le détournement, parfois, le fait d'avoir un projet sur un espace X que l'on peut réaliser sur un espace Y. À partir de cet instant, la CONAC ne peut pas avoir les outils nécessaires pour dire que X personnes a puisé dans la caisse. Vous ne pouvez pas voler ce que vous... C'est encore plus grave. Ça voudrait dire que l'institution qui consomme quand même de l'argent du contribuable camerounais ne sert à rien si elle ne peut pas avoir en sa grille de lecture les aspects spécifiques à sa mission. Vous dites que la CONAC ne peut pas... On voulait comprendre. Bon, je vais dérouler. Alors, vous ne pouvez pas voler ce que vous ne manipulez pas, ce que vous ne possédez pas. Je me rappelle une fois, justement étant étudiant, le professeur Tabi Manga
avait eu un problème comme ça. En pleine session d'examen, il y a des bancs qui se cassent à l'amphi 700. Nous sommes à quelques jours de la clôture des opérations d'engagement. Il se rend compte que s'il faut passer par la procédure normale, marché public et autres, on sera déjà facilement à l'exercice budgétaire suivant. Il prend sur lui de faire acheter des bancs pour meubler l'amphi. Mais lorsqu'il est arrivé au Consupé, on a qualifié de détournement. Effectivement, c'est un détournement parce qu'il n'a pas respecté la procédure. Mais sauf que pas plus une faute de gestion. Faute de gestion, détournement, on peut ranger ça dans le même tiroir pour ce cas d'espèce. Sauf que là, personne n'a dit au Camerounais que le professeur Tabi Manga a été efficace parce qu'il a résolu un problème. Il y a dans cette question qui nécessite une véritable clarification dans le droit camerounais. Nous faisons un fétichisme des procédures au détriment de l'efficacité de l'action publique. Moi, je ne pense pas qu'avec la corruption, nous soyons dans l'impasse. Non. Moi, je vais vous citer 2 administrations qui ont réussi à endiguer la corruption. Allez-y. La Direction générale des impôts, depuis Modeste Mopa Fatouin, avec la dématérialisation, et la CNPS. Oui. En tant que patron d'entreprise, soucieux de souscrire à ses obligations sociales, aujourd'hui, vous gérez vos cotisations sociales et vos prestations sociales à la CNPS depuis votre téléphone. Qu'est-ce que le DG a fait lorsqu'il arrive à la CNPS? Il a pratiquement doublé. Je précise, depuis que nous ne sommes pas sur un plateau de communication de la CNPS. Oui, ouais. Non, c'est parce que c'est une... C'est pas que le service commercial... C'est une entreprise... me tape sur les doigts. Non, c'est une entreprise publique. C'est d'abord une entreprise publique. Donc, lorsque l'exemple est bien, il faut que les Camerounais le sachent. Il a pratiquement doublé les salaires. Il a placé des caméras partout. Lorsque vous parvenez, dans le cadre du contentieux, à arriver à la CNPS, vous résolvez votre problème, rien que par gratitude, l'acte de gratitude par lequel vous voulez remercier un employé, il secoue la tête, il dit non, je ne peux pas prendre. Nous n'avons pas besoin de ça ici. Vous tirez votre APS depuis votre téléphone. C'est pour dire qu'il y a des médians. Il y a une médication qui peut permettre d'endiguer la corruption. Oui. Mais il y a une culture. La corruption est devenue endémique. Si bien que quand vous montrez même à quelqu'un la voie à suivre pour ne pas corrompre, lui, il veut à tout prix corrompre. Donc, il faut travailler les mentalités. Et ça commence depuis l'école primaire. Vous annoncez donc que le 31 décembre 2024, le chef de l'État reviendra dire la même chose. Si, à vous écouter, elle est endémique, il faut travailler les mentalités. Ce n'est pas une opération de 12 mois. Je continue de dire qu'on ne va pas changer. Aucune société n'a changé en une journée. Quand vous prenez les pays les plus intègres du monde, les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, la Finlande, comment ont-ils fait pour bâtir la société d'honnêteté, d'intégrité dans laquelle ils vivent? Ce n'est pas un travail d'un jour. C'est pour ça qu'il faut beaucoup miser sur l'éducation et les mentalités. En ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État, mais la réduction du train de vie de l'État est possible. Seulement, est-ce que les pesanteurs internationales, est-ce que les pesanteurs néocoloniales permettent vraiment à l'État camerounais de réduire son train de vie? Si vous réduisez drastiquement votre train de vie, CFAO ne va pas vous laisser. Parce que CFAO doit vous livrer les véhicules chaque fin de mois. Est-ce que la urgence, c'est la question que les Camerounais se posent. On demande de réduire le train de vie, de serrer la ceinture, maintenant changer de véhicule chaque année. Non, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que le chef de l'État s'est floué. Mais moi, je suis partisan de cette société. Sur ce plateau, on dit qu'on a semblé l'induire en erreur. Non, on n'induit pas un chef d'État en erreur. On nous dit souvent que c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Moi, je dis, il faut sortir de la rhétorique pour attaquer les problèmes de façon frontale avec des actes. 1. La transparence. Quels sont les avantages des ministres au Cameroun? Nous ne les connaissons pas. C'est un problème. Parce que le salaire d'un ministre, vous le connaissez? Nous ne connaissons pas. Ouais. Parce que le gouvernement de l'opacité laisse libre cours à la corruption et au détournement. Lorsqu'on est dans une société, il faut que tout le monde sache que lorsque vous êtes ministre, au prorata du statut que vous aviez avant de devenir ministre, vous gagnerez tant. Avantage en nature, vous avez droit à un véhicule de tel montant. C'est prévu, il y a un texte qui réglemente les véhicules
publique au Cameroun, mais on ne l'applique plus. Qu'est-ce qu'un ministre à Yaoundé, qui se balade à Yaoundé, et tous ont des maisons qui sont à moins de 10 km de leur bureau? Qu'est-ce que vous faites avec un VX à Yaoundé? C'est une bonne question, DP. Voilà, regardez le cortège du Premier ministre. Le Premier ministre a 0 pas de son bureau, mais il n'a que des V8. Mercedes Berlin V8, V8. Non, on n'en a pas besoin, Stéphane. On n'en a pas besoin. Et c'est là, il faut quoi? Il faut des actes forts. Et ça doit commencer par qui? Par les décrets du président de la République. Qu'on revoie les avantages accordés aux ministres. Ils sont exponentiels. Et Joseph Onanou le disait justement en droit de la fonction publique. Lorsque je cite sa phrase, lorsque vous êtes ministre au Cameroun, si vous volez, c'est que vous êtes un sorcier. Parce que les avantages que l'on vous donne ne vous autorisent plus à voler. C'est Joseph Ouna qui le disait. Et lorsque vous parcourez un peu sa vie, vous verrez que c'était un homme relativement sobre. Intègre. Voilà. Donc, la réduction du train de vie de l'État, c'est possible. Mais il ne faut plus le discours. Le discours, c'est bon, il faut des actes. La réduction de la corruption. Travailler sur les mentalités. Et faisons le saut numérique. Les autres... Vraiment, le Kenya à côté de nous a réussi à opérer un saut numérique. Nous avons tout entre les mains, mais nous refusons d'utiliser parce que nous sommes réfractaires à la nouveauté. Et c'est peut-être là que je vais rejoindre Paul Stéphane et M. Awon sur le fait que l'état civil de ceux qui gouvernent, à un moment donné, peut être un frein à l'évolution. Parce que lorsque Joseph-Antoine Bell a dit la semaine dernière qu'on ne redresse pas un bossu, les gens ont mal compris ce qu'il voulait dire. Mais il voulait simplement dire qu'il est difficile de redresser l'habitus. C'est très difficile de changer l'habitus de quelqu'un. Combien sont aujourd'hui nos parents âgés de plus de 60 ans qui ont seulement WhatsApp dans leur téléphone? Ils ne sont pas les plus nombreux. Combien ont Instagram? Combien ont TikTok? Et je peux citer comme ça à l'appel. Il faut rajeunir les effectifs pour pouvoir opérer le saut numérique vers la modernité. Ce sont des éléments qui vont nous permettre de lutter efficacement contre ce qui gangrène notre économie. Et le dernier élément, vraiment en quelques secondes, il faut à tout prix créer une passerelle pour formaliser les 70% de notre économie qui reste dans le secteur informel. Parce que c'est une niche fiscale de laquelle l'État se déleste sans savoir pourquoi, alors que les gens embrassent l'argent. Un fripier à Mokolo ne paye que l'impôt libératoire. Et pourtant, il y a des fripiers qui importent aujourd'hui la friperie à hauteur de milliards. Allez voir à Mokolo. Tous les véhicules que vous voyez garés en bordure de route, ce sont les véhicules des fripiers. Il faut commencer pour lutter le train de vie. Le train de vie de l'État, vous allez interdire qu'on utilise les formats dans l'administration publique. Est-ce qu'on nous a d'abord dit exactement ce que les administrations consomment? Ils sont payés à combien? La mercuriale. Voilà. Est-ce qu'on a retouché la mercuriale? Pourquoi toujours recourir systématiquement au marché public alors que l'on peut exécuter certaines prestations en régie? On va avancer avec un autre point saillant, Antoine Awana, du discours chaud de l'État, qui peut aussi être cause de cette mauvaise gouvernance et de cette corruption criarde qui est dénoncée par le chef de l'État. C'est le sujet lié au carburant. Une fois de plus, le chef de l'État a été mis en difficulté. Il annonce, et je sais que bien malgré lui, que le prix du carburant, il ne l'a pas dit de façon explicite, mais en présentant la subvention qui est soutenue par l'État du Cameroun, 1000 milliards, en précisant qu'elle sera coupée, amoindrie, qu'elle sera diminuée, on peut sous-entendre très vite que le prix à la pompe va exploser. Une fois de plus, les Camerounais vont trinquer. Encore une tension sociale, celle-là, qui va frapper le pays. Mais celle-là, elle est certaine. On ne peut pas échapper. Hein. Vous savez, ce n'est pas seulement cette année que le problème du carburant se pose. Depuis l'exercice 2023. Et c'est une exigence du FMI, du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il faut rehausser le prix du carburant à la pompe. C'est pas le président. Il a essayé de colmater les brèches l'année dernière pour qu'il n'y ait pas une grande tension sociale. Oui. Mais cette année, l'exigence a été posée sur la table. Cela dû à quoi? À ce degré d'endettement. Parce qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Il faut payer la dette.
Il faut payer la dette. Je vous parlais de la spirale d'endettement improductif. Comment voulez-vous qu'on n'augmente pas le prix du carburant? Vous allez rembourser la dette comment? Je vous ai cité ici les institutions qui détiennent la dette, c'est-à-dire la Chine, la France, la Banque mondiale, la BAD, le FMI. Vous allez payer cette dette comment? Mais c'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'on crée plusieurs impôts, oubliant même que trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Oui. Regardez Stéphane Barga. Vous avez par exemple une imposition de 5% sur les revenus générés par les plateformes numériques. C'est-à-dire Instagram, Facebook et tout ça. Les gens vont payer 5%. Ils vont payer désormais. Voilà une autre tension qui va arriver. La jeunesse. Comment vont-ils payer? Comment les gens vont payer cette histoire-là? Voilà. Mais vous voyez que c'est-à-dire, tout se passe comme si ceux qui sont des collaborateurs du chef de l'État veulent le noyer. Hein? Veulent le noyer. Parce que quand on crée des choses comme celle-là, mais c'est pour créer des tensions sociales. Plateforme numéro 5%. L'année dernière, même les mamans qui viennent vendre leurs planteurs payent les taxes. Même les cotisations. Même les cotisations payent les taxes. Et tout ça. Les transferts de fonds à l'international. Je vous prends un exemple, parce que c'est lui qui parlait là. Tout à l'heure, qui a dit que je fasse attention à ma chaîne. C'est quelqu'un qui me connaît, que tu connais. Parce que je suis en contentieux terrible contre une banque. Oui. Donc je voulais pas faire la publicité. Nous sommes déjà à la Cour suprême. Par rapport à cette rapide, incalculable et inqualifiable. Et c'est comme ça toutes les 9 banques commerciales éligibles au service de la Banque centrale qui sont là. Pour revenir au carburant, j'ai dit c'est un impératif catégorique. Qu'on le veuille ou pas, on va le vouloir, le prix du carburant va augmenter. C'est pas le président de la République qui le veut, mais ce sont des exigences du Fonds monétaire international. Pourquoi subventionner à hauteur de 1000 milliards le carburant alors qu'on pourrait, depuis 2019, remettre sur pied la Sonara qui a été incendiée comme ça par des mains criminelles? Stéphane Mbarga, la Sonara, qui raffine votre pétrole? Qui raffine votre pétrole? Le pétrole camerounais. C'est la Sonara qui raffine? Non. Ah voilà. La Sonara, c'est quand même d'intermédiaire. D'intermédiaire, mais quelles sont les clauses contractuelles pour le raffinage du pétrole camerounais? Allez-y donc chercher. Vous allez comprendre pourquoi on se retrouve face à cette situation-là. On ne peut pas. Maintenant, nous consommons le pétrole qui vient du Nigeria. Le carburant qui vient du Nigeria. Pourquoi? Alors que nous produisons. Vous allez me dire que les Amazoniens ont saboté. Mais j'ai dit qu'il y a des Camerounais de bonne volonté qui ont voulu. Il y a un Camerounais dont je préfère taire le nom pour ne pas faire sa publicité, qui a voulu reprendre et reconstruire la Sonara. Les institutionnels ont refusé. Ils le savent. Quand je le dis, ils savent. Ils savent ce que j'ai dit et de quoi je parle. Voyez ce pays-là, je ne comprends pas un pays. Quelqu'un a écrit là que vraiment, il n'y a pas de nationalistes au Cameroun actuellement. C'est-à-dire que nous sommes dans une république où le professeur Mono Diarapé à son âme parlait du mapartisme. Chacun veut sa part. Chacun pense d'abord à lui-même, au détriment de l'intérêt général. Vous voulez qu'on aille où avec cette façon de gouverner ce pays? Et le Cameroun est ce que nous avons tous en partage. Mais quand les uns s'accaparent de ce pays, et les autres sont les laissés pour compte, ça ne peut pas marcher, ça va créer des tensions. Peu importe les beaux discours de M. Biya, mais c'est ça, c'est pour lui là-bas. Mais le mal-vivre, le mal-être des Camerounais est criard. Ça, c'est une réalité. Oui. Pourquoi l'article 66 n'est jamais appliqué? Pourquoi on met, quand on sort un article comme celui-là, qui va vraiment venir implémenter la transparence, tout ça, on met un verrou décret d'application. On est là depuis 1996. Qu'est-ce qu'il manque à M. Biya de prendre un décret d'application? Il n'a pas de bic. Ben, s'il n'a pas de stylo, je vais lui en prêter. Et il n'a pas de papier. Donc, je vais aller à Arnaud, je vais acheter une rame de papier de 3500. Je vais le mettre au chef de l'État pour qu'il prenne, il signe un décret d'application pour ce genre de choses. On peut multiplier des exemples. Regardez la décentralisation au niveau des communes. On dit, bon, maintenant, ce sont des communes qui vont s'occuper de l'électrification, des routes, de l'eau, machin. Mais le décret d'application verrouille tout. On ne donne pas de l'argent aux communes. Les mains sont là. Ils deviennent des figurants. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'en occupe, qui s'accapare et qui menace
et qui promet la mort à tout le monde, quand il veut et comme il veut. Ah oui, c'est pour cela qu'on se retrouve dans la gouvernance, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la gouvernance de la peur, et ipso facto, on bascule vers la corruption. Et cette corruption, il y a deux spécificités. Il y a la corruption active, les corrupteurs, et la corruption passive, les corrompus. Merci Antoine Awana. Et les deux se retrouvent dans l'autre giron. Merci. On va prendre l'avis de Paul Stéphane Menunga sur la question des produits pétroliers. On a l'impression qu'à ce niveau, le Cameroun semble bien en difficulté. Lui qui ne vit qu'au travers des conjectures internationales, lorsque ça augmente un peu du côté de l'OPEP, pays producteur de pétrole, on respire un peu. Lorsque il y a un bateau qui se trouve coincé du côté de la Turquie, on est en difficulté. Lorsque il y a moins de vent à l'échelle internationale, ce sont les consommateurs camerounais qui en pâtissent. Jusqu'à quand on va continuer à subir ces dictats internationaux concernant la question des produits pétroliers? Le chef de l'État lui-même l'a encore évoqué. Jusqu'à ce qu'on change de président de la République. Tant qu'on ne va pas changer de président de la République. On vous soupçonnerait d'être un opposant? Non, c'est pas l'opposition Stéphane. Il dit la vérité, jusqu'à ce qu'on change de président de la République et jusqu'à ce qu'on sorte du CFA. Jusqu'à ce qu'on change de président de la République. Parce que vous avez remarqué que la plupart des problèmes qu'on a dans tous les États où il y a les néocolons, ces États ont les mêmes problèmes. On dit gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire pendant 40 ans, le président de la République a eu le temps de nous préparer pour qu'on ne soit pas hyper dépendant de l'extérieur, parce que tous les pays sont interdépendants. Oui. Aucun pays ne peut vivre en autarcie, mais c'est le degré de dépendance qui dérange et qui fâche. Comment il peut y avoir la guerre en Ukraine où on ne peut plus fabriquer le pain au Cameroun? Parce que suivez le discours du président de la République, vous allez vous rendre compte que ce soit le discours du 31 janvier ou le discours qu'il a agressé lorsque les ambassadeurs allaient lui souhaiter les vœux. Le président a passé le temps à accuser l'extérieur. Je me suis demandé que, mais c'est même quel président ça à la fin? Le président du Cameroun, quand même. Oui, il a passé le temps à dire que vous savez qu'à cause de la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, alors qu'on a la terre ici qui peut produire le blé, alors qu'on peut produire le manioc, on peut transformer notre pétrole et ne plus dépendre de l'extérieur. La question financière que M. Awana évoque, et cette situation de rareté des devises, cette situation d'endettement exagéré, peut-être plombe l'initiative présidentielle. Tout ça dépend du président de la République. La monnaie est une question souveraine. Et les textes du franc CFA disent que chaque pays peut individuellement sortir du franc CFA. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que le Gabon soit d'accord. S'il faut même évoquer la question monétaire, on n'a pas besoin d'attendre que la RCA soit d'accord. Ça veut dire que le président de la République peut se lever parce que c'est une question de souveraineté. Il peut se lever demain le 9 janvier et dire que je sors du franc CFA. Et on va l'accompagner. C'est pour ça que j'ai dit que tant qu'on ne va pas changer de président, on va vivre les mêmes choses parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que le président peut se lever demain et dire que je suis fatigué, on n'importe plus le riz dans mon pays. Et on ne va plus importer. On va produire, on va cultiver le riz au Cameroun et on va consommer le riz made in Cameroun. Le président peut se lever demain et dire que les tracteurs que vous avez oubliés à Ebolo, voilà, je veux qu'à partir de demain, qu'on cultive le manioc et qu'on fasse du pain à base du manioc. On va le faire au Cameroun. Donc c'est une volonté présidentielle. Ça, il faut le dire. C'est une volonté, j'insiste, présidentielle. Ça veut dire que quoi? C'est la volonté du président. Parce que quand vous analysez l'architecture institutionnelle du Cameroun, le président est comme le pasteur. Ça veut dire que c'est lui qui a la vision d'où il veut mener le Cameroun. Le Premier ministre et les ministres sont les diacres et les diaconesses. Ils viennent porter la vision. Et alors, si vous vous rendez compte que les gens qui doivent accompagner votre vision n'accompagnent pas cette vision, et que vous continuez avec les gens pendant 10, 20, 30 ans, ça veut dire que c'est vous le problème. Merci, Paul. Ça veut dire que c'est vous le problème. Merci. Et je vais sortir, ne vous coupez pas, je vais sortir calmement. Je vais sortir calmement en disant que, en fait, le véritable problème, parce que j'ai suivi le DP avec beaucoup d'attention, je ne suis pas d'accord dans certains points avec lui. Parce qu'il a dit ici que
quand j'ai écouté le DP, j'ai eu l'impression qu'il veut accuser le peuple aussi par rapport à la corruption. J'ai envie de dire qu'aucun peuple ne s'autodiscipline. Si vous prenez les Américains qui semblent être disciplinés, vous les mettez au Cameroun, ils seront indisciplinés parce que c'est l'État westphalien qui discipline les mentalités. Ça veut dire que quoi? Le citoyen camerounais s'est simplement adapté au système qui lui est proposé, celui de la corruption. Parce qu'on est dans un système où la norme n'est pas normale. Voilà. Du coup, tu t'arrimes à la normale et là on rentre dans l'approche fonctionnaliste de la corruption. Ça veut dire que quoi? Puisque la société fonctionne à gauche, si toi tu vas à droite, on dit que tu n'es pas normal. Et je sors par là. C'est pour ça que vous allez voir, quand on lance un concours, au lieu d'aller acheter le bord pour apprendre, on cherche le réseau. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre. Parce que tu apprennes ou pas, à la fin, tu vas chercher le réseau parce que c'est le système qui te l'impose. Tu vas te lever à 6 heures pour arriver le premier à la sous-préfecture pour légaliser ton acte de naissance. Celui qui va se lever à 11 heures va venir avec ses 1000 francs et il sera servi avant toi. À la fin, tu vas te rendre compte qu'en fait, je dois fonctionner comme le système pour être normal. Ça veut dire que quoi? Une fois qu'on aura des gens à la tête de notre pays qui vont renverser le système ou qui vont le normaliser, les Camerounais vont se normaliser. Donc le problème en réalité, c'est le système qui a déformé le comportement des Camerounais et non l'inverse. Merci Paul-Stéphane Menunga. Les Camerounais, vous vous en doutez bien, réagissent par milliers à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir le plateau. Vraiment, le Cameroun change déjà. Merci pour ce débat de la vérité que vous n'avez jamais aimé. Le soleil est pour nous tous. Bonsoir le panel, j'adore votre courage en expliquant les vérités. We have been crying several years. We were known to be enemies because we speak English. Bonsoir le plateau, comment vous causez en français étant francophone, colonisé par les Français et appelé les anglophones qui causent anglais, nos frères de l'autre côté? Non, c'est des anglophones, ils ont été colonisés par les Anglais et ils causent anglais. Merci à vous, Georges, depuis Douala. Bonsoir à vous tous. C'est impossible d'éradiquer la corruption au Cameroun tant que le RDPC et son gouvernement existent. Le Cameroun est un... Le Cameroun... Je préfère sortir par... le verre est dans le fruit. Bonsoir à tous. Pour changer un président, vous savez comment faire de manière démocratique. Et un pays ne se gère pas avec un bâton magique. La volonté présidentielle est claire. L'épanouissement des Camerounais et Camerounaises. Aucun peuple ne se discipline. Alors, vous n'avez pas appelé, ça ne va pas être possible. Sinon, on va arrêter tout de suite la lecture de ces messages-là. Je comprends qu'il y ait des vérités qui fâchent. C'est aussi ça. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane a tout dit. Bonsoir Monsieur Abenadoua. Soyez sérieux s'il vous plaît. Bonsoir le panel. Toutes ces malversations sont dues à la malgouvernance d'un système nul signé Abega Serge depuis Douala. Bonsoir à vous sur le plateau, bonne émission. J'adresse une bienheureuse année au DP et Somba Abena. C'est monsieur Toulou Lazare, peut-être une nouvelle relation DP. Alors, il a raison, il faut un changement de système. Malheureusement, le message n'est pas signé. On va prendre rapidement d'autres contributions sur l'autre plateforme d'Info TV. Bonsoir à vous en studio. S'il vous plaît, dites à ceux qui détournent les fonds publics de nous créer des emplois avec cet argent-là. Nous, on veut travailler même pour eux. Nous sommes fatigués du chômage et tous les fléaux qui en découlent. Merci à vous, Donald, d'avoir réagi. Monsieur Margram, devons fabriquer une nouvelle élite politique dirigeante et nationaliste. Ceux qui sont là actuellement ont été installés et choisis par le colon avec un carnaval clairement défini. Servir les grandes puissances, c'est servir et dire que le bon Dieu vient souvent prendre les conseils à étudier. C'est quand vous êtes contre les intérêts des populations de votre pays que vous avez le soutien des grandes puissances. Après la Deuxième Guerre mondiale, 17 pays européens ont reçu chacun des Américains 4 milliards de dollars et ont relancé leur économie. En 10 ans, le Cameroun s'était endetté à hauteur de 11 000 milliards et rien n'a bougé en termes de développement. Le problème chez nous, c'est le sommet. Hilaire de Niga. Merci pour la contribution. Rapidement, on va en prendre ce qu'on pourra prendre. Un bonsoir distingué à tous les baos.
Les analyses de M. Paul-Stéphane Menunga sont d'une pertinence et d'une portée immense. Il fait partie des étoiles montantes de l'analyse politique au Cameroun. C'est signé M. Émile Assigna depuis Ekounou, c'est à Yaoundé. Au Cameroun, on va prendre une toute dernière, sinon on ne pourra faire que ça. Bonsoir Stéphane. Antoine Awana a fait dans la langue de bois. Il nous paie avec des analyses. Pour le pétrole, il y a des pays qui subventionnent le pétrole. Le Cameroun subventionne le pétrole comme le Cameroun, et pourtant l'île Maurice a augmenté les salaires des pays de 30% cette fin d'année. La subvention du carburant ne profite pas aux masses, mais aux ministres et aux collaborateurs. J'ai vu cela dans un bulletin d'émission des marchés d'un trimestre. Chapeau Menunga, vous êtes de plus en plus efficace dans votre analyse. Alors, Stéphane Baga, regardez comment les gens utilisent les CA. Non. On va s'arrêter là. Déplaisement. La question de carburant, c'est une question éminemment importante pour la vie même des Camerounais. Le président revient dessus. Il faut dire que le Cameroun, c'est une crise. C'est 2 crises par an pour le moins de calcul. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que l'on sait que s'il y a augmentation, rien que le 25, c'est le consommateur qui va en pâtir. Qu'est-ce qu'on fait pour que le président n'ait plus assez de dire, et parfois même assez de dire selon certains? Il faut déjà accepter une réalité. Je vais entrer par là. La pression fiscale au Cameroun en 2023 était de l'ordre de 13%. En 2024, elle est projetée à 14%, bien en deçà des standards internationaux qui oscillent entre 17 et 18%. Donc, on ne va pas jeter l'anathème sur le système fiscal camerounais qui essaye de se déployer. Pour revenir à la question du carburant, acceptons d'abord la réalité. Quelle est la réalité? C'est que pour l'instant, nous ne consommons pas le carburant qui est issu de notre sous-sol. Il faut le dire à brûle pour point à tous les Camerounais. Il faut le dire brutalement. Nous ne consommons pas le carburant issu de notre sous-sol. Donc, le carburant que nous consommons, nous l'achetons à l'étranger. Maintenant, c'est inévitable que la conjoncture internationale agisse sur la fourniture du carburant au Cameroun. Elle peut ne pas agir sur le coût. Parce qu'on doit être honnête de reconnaître qu'en 2023, le baril de pétrole, c'est $73. Et il n'a pas augmenté durant toute l'année 2023. Mais on doit aussi être honnête de reconnaître que le conflit russo-ukrainien n'a pas facilité l'acheminement dans certains espaces du monde du carburant issu d'ailleurs. Et la dysfonction peut donc exister à ce moment-là, au niveau de l'acheminement. Lorsque la première crise, du moins la récente crise commence, le premier problème qui avait été mentionné par le ministre était les perturbations climatiques. Ça, c'est un aléa naturel qui peut arriver à tout instant. À côté des perturbations climatiques qui sont un aléa naturel, il y a eu les tensions de trésorerie. Là, ce n'est pas un aléa naturel, c'est un aléa naturel lié à la malgouvernance. Oui, lié à la malgouvernance. Mais ne faisons pas aussi comme si nous ne vivions pas au Cameroun. Le Cameroun a en proie à la crise Boko Haram depuis plus de 10 ans. Ça n'empêche pas que le niveau de vie de l'élite n'ait jamais diminué, n'a jamais changé. On a l'impression même que... Quels sont les indicateurs que l'on mobilise pour apprécier le niveau de vie des élites? Il y a des détournements. Il y a toujours plus de détournements. C'est la CONAC qui le dit, c'est pas sur ce plateau. Non. Il y a toujours plus de missions. Il y a des personnes dans ces pays qui ont 700 jours de mission par an. Stéphane, nous le savons. Est-ce que ceux qui ont 700 jours de mission, c'est l'élite? Ne créons pas un sentiment anti-élite qui va faire que le peuple se mette à combattre l'élite. Non. Ceux qui créent les détournements de missions au ministère des Finances, ce n'est pas le ministre des Finances. Ce sont des petits fonctionnaires qui sont devant les machines. Eux, ce ne sont pas l'élite. Allez au ministère des Finances sous le manguier. Les marchés publics au ministère des Finances se distribuent sous le manguier.
C'est pas le ministre. Parfois même le ministre lui-même n'est pas au courant de ce qui se trame sous ce fameux manguier. Nous tous nous connaissons sous le manguier du ministère des Finances. Là, ce ne sont pas les élites. Mais c'est très grave ce que vous dites. Ça veut dire que le ministère n'est plus tenu. C'est pas le distribuer les marchés de la République du Cameroun sous un manguier des pays. Ce n'est pas un problème suivi international. Ce n'est pas un problème de ministère tenu. C'est un problème de système. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, nous refusons le numérique qui fait florès ailleurs pour rester dans le système analogique. Je vous parle, restons au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances peut passer, je vais prendre au bas mot, disons 1000 marchés par an, seulement 1000. Vous croyez que c'est humainement possible pour un individu qui n'a pas que ça à faire de contrôler la passation de 1000 marchés? Pourquoi il ne refuse pas? Non, c'est pas qu'il ne refuse pas. Le problème, c'est quand il a trop de travail, comme vous semblez le dire. Il faut décentraliser, il faut coordonner, il faut surveiller. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle suivi, évaluation. Quand le ministre passe 1000 marchés, comme vous dites, je prends votre exemple, lui, mais c'est lui qui est ordonnateur des dépenses et c'est lui qui les signe. Pourquoi il ne peut pas dire que non, moi je suis fatigué, j'ai tout le travail à faire, je vais mandater X, Y, et puis je vais contrôler, je vais suivre. Monsieur, je m'en vais au niveau de la passation de ces marchés. Non, permettez-moi de dérouler. Oui, allez-y, allez-y. C'est justement ce qui se passe. Les ministres délèguent. Les marchés sont délégués aux chefs parfois des divisions. Moi qui suis dans la communication, parfois ce sont les chefs de cellules de communication qui signent les bons de commande pour les abonnements. Sauf que quand vous avez confié un budget et des marchés à un chef de cellule de communication qui décide de faire autrement, il faut toujours être là derrière lui. Maintenant, vous mettez en place... Nous sommes pas une fixation sur le ministère des Finances. Non, nous sommes sortis du ministère des Finances. C'était juste un exemple. Oui. C'était juste un exemple comme ça. Je n'indexe pas le ministère des Finances. La bonne gouvernance n'est pas qu'une question de l'élite. La bonne gouvernance est aussi une question de la basse classe. Là, je vais parler sous le contrôle du politologue. Le changement peut être impulsé par le haut, le changement peut aussi être impulsé par la base avec la théorie de la pyramide. On ne construit pas une pyramide à partir du haut, mais à partir de la base. Donc, si chaque Cameroun, au Cameroun, c'est pas la pyramide, c'est une technostructure. Je suis d'accord sur la technostructure. Et nous sommes unanimes sur un fait, c'est que nous devons changer de paradigme. Mais je refuse aujourd'hui, pas que je refuse contre vous, nous débattons, mais je refuse qu'on veuille jeter à tout prix l'anathème sur les élites. Parce que voyez-vous Stéphane, regardez le nombre de messages de félicitations que vous recevez sur le plateau. Vous êtes déjà une élite intellectuelle. Mais si nous construisons sur le plateau un sentiment anti-élite, ça ne va épargner personne. Parce que dès qu'on met dans la tête des populations qu'il faut combattre l'élite, même l'élite intellectuelle ne sera pas épargnée. Disons la vérité aux Camerounais. Maintenant, des mesures ont été prises pour que l'approvisionnement en carburant soit pérenne. Mais ici, on doit aussi faire des propositions. Il est temps qu'on étende la SCDP. Parce qu'on s'est rendu compte que la SCDP, cette pénurie nous a révélé qu'on ne dispose pas de stock de souveraineté stratégique. Le Cameroun ne peut pas vivre. Mais que le chef d'État n'a pas en sa possession toutes ces grilles de lecture-là, que lui ne l'a pas. Lorsqu'on a un conseiller pour chaque secteur. Lorsqu'on rentre dans la gouvernance gréco-romaine, il existait le système des agoras. Pourquoi? Parce que même le plus petit individu dans une société peut avoir l'idée lumineuse. Le problème justement de l'accaparement de l'intelligence fait partie des choses qui plombent le Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle il faut saluer des initiatives telles que ce débat qui permettent à d'autres Camerounais de se rendre compte que les plus intelligents ne sont pas forcément ceux qui occupent certains postes. Parce qu'il y a une masse critique forte au Cameroun. La SCDP est là depuis pratiquement 40 à 50 ans, avec les mêmes réservoirs. Même méthode. Même méthode. Je n'ai pas suivi depuis il y a un plan d'expansion de la SCDP. Pour que lorsque le carburant est moins cher, comme il était moins cher en 2023, qu'on construise des stocks qui nous permettent de tenir même 3 ans sans acheter le carburant. Voilà ce vers quoi on doit
attendre. Sauf que cette décision peut être prise directement par le directeur de la SCDPN. Est-ce qu'il faut que la présidence décide? Lorsqu'on vous nomme, lorsqu'on vous confie des jeunes responsabilités, vous devez faire preuve d'innovation et de patriotisme. De manœuvre au Cameroun? Non, ils ont la marge de manœuvre. Puisqu'ils ont la marge de manœuvre pour les séminaires qu'ils organisent, toujours à Kribi. Qu'est-ce qui justifie que un ministère aille tenir un séminaire à Bolova, à Kribi, à Limbe, alors qu'il y a des hôtels où on peut tenir le séminaire à Yaoundé? Mais c'est pour consommer le budget. C'est juste pour consommer le budget. Ils préfèrent faire ça à Kribi parce qu'il y aura les frais d'émission, les frais d'hôtel et les jetons de présence que de faire ça ici à Yaoundé. Ils peuvent aller au centre du séminaire à pied. Et c'est à Kribi, ça génère des fonds. Et c'est donc de consommer le budget. C'est les mêmes violons à l'étranger. On remplit tout le monde, même les petites copines et tout ça, on les met dans l'avion et on se retrouve malheureusement avec un endettement. On va relayer une contribution encore avant qu'on en pense à nous séparer. C'est vrai que... Déjà? Oui. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Mon cher Paul Stéphane, tu penses réellement que nos pauvres pays sont souverains? Que penses-tu de la main mise du colonisateur sur nos États? La Sonara a été mise sur pied par la France pour affiner le pétrole nigérian et non le pétrole camerounais. Que pensez-vous des accords militaires coloniaux ont-ils été mis sur pied sous le règne du régime actuel? Nous ne pouvons pas faire de l'analyse économique et politique de nos États sans tenir compte des liens avec l'extérieur ou notre passé. C'est M. Edou Jean-Pierre qui a réagi. Prenons deux ou trois autres avant de nous séparer. Bonsoir à vous sur le plateau. Vous voulez que le pays change comment alors que le pouvoir est éternel? Merci. Merci. Bonsoir. Celui qui défend le gouvernement au Cameroun a aussi une boutique où il ne paye pas les impôts. Alors, je ne sais pas qui défend le gouvernement sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Bien vouloir nous expliquer pourquoi au Gabon, le président Oligui instruit la baisse du carburant en 2024, mais au Cameroun, on nous parle d'augmentation. Espoir à Fidi. Depuis Ngoïla, bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, mon frère qui parlait du système d'adaptation a tout dit. C'est n'importe quoi. Ils viennent faire de n'importe quoi ici, alors que leur famille vit à l'extérieur. C'est tout simplement le mauvais cœur. Ils doivent savoir que Dieu existe. Je ne sais pas de qui vous parlez, bien vouloir être explicite. Bonsoir, très belle émission, ça passe tous les jours. Ça passe pas tous les jours, malheureusement, c'est pas tous les jours. Bonsoir à vous sur le plateau, j'aime bien le débat, c'est monsieur Ngoulou Manga depuis ça, merci à vous de nous suivre depuis ça. Bonsoir DP Somba, laisse-nous... Bon. Bonsoir le panel, merci pour votre courage. Malheureusement, tous les Camerounais sont pareils. Vous faites des analyses bien, dehors, une fois dedans, vous serez pire parce que le système va aussi vous imposer cela. Junior de Toubourou au Cameroun. Bon, bonsoir le plateau, bonsoir le plateau. Le véritable problème du Cameroun, c'est juste la malgouvernance, trop de corruption. Alors, on va s'arrêter là, sinon on y passerait toute la nuit. Je vais vous féliciter, monsieur Antoine Awana, pour votre présence lors de cette émission de relance, première sortie 2024. Un petit mot, 30 secondes. Si ça va continuer, il faut rassurer nos millions de téléspectateurs. Oui. Nous sommes en train de relancer Ouro Africa, qui est une émission panafricaine, une émission qui veut la liberté du continent africain sur tous les aspects. Donc, pour reprendre l'expression de quelqu'un, quelque part, les dinosaures sont là. Nous allons continuer, nous serons toujours présents et chaque soir ici. L'émission, c'est une seule fois par semaine. Oui. Et la rediffusion, je crois que c'est le mercredi. On va arriver le bon accord. Donc, soyez toujours scotchés. Merci. Ici dit souvent,
avec tout ça, que faites-vous encore ailleurs? Merci pour la formule, Antoine Awana. Paul Stéphane, je vous ai présenté comme un pilier de Ouro Africa. Les téléspectateurs, vous l'avez pu le constater, ont validé votre présence. DP Somba, comment vous dire merci? Nous sommes sur cette tribune. Je pensais que j'aurais aussi 30 secondes. Allez-y, je vous accorde. Je vais répondre à la question centrale. Le Cameroun n'est pas dans l'impasse. Parce que les projets miniers que le chef de l'État a engagés, avec l'adoption du nouveau code minier, la construction du chemin de fer qui va aller de Nabeba au Congo au Cameroun, avec la possibilité de créer près de 500 000 emplois, 300 000 directs et 200 000 emplois indirects, sont des éléments qui, s'ils sont bien implémentés, peuvent nous permettre de gérer, de juguler les tensions sociales et même de rembourser la dette. Merci DP. Je sors par cette contribution toute particulière d'une personne qui m'est particulière aussi. Bonsoir Stéphane, je viens de noter l'entrée à l'Assemblée nationale des vrais députés que sont Antoine Awana et Paul Stéphane Monunga. Ils ont vraiment parlé pour le peuple. Merci à vous, Rodrigue Abadouer, et je fidèle de cette émission. Mesdames et messieurs, Honorable merci pour vous qui nous avez regardé. Merci pour vous qui avez contribué. On se retrouve lundi prochain à la même heure 21h à Yaoundé au Cameroun pour Ouro Africa, la tribune panafricaine. Ah, c'est honorable, tu vas arroser.